Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité applicative et de sécurité des infrastructures sur une plateforme qui est très utilisée puisqu'il s'agit de Doctolib. Et nous allons évoquer ce sujet avec Cédric Voisin, qui est RSSI Group chez Doctolib. Bonjour Cédric. Bonjour. Et Renaud Durand, qui est ingénieur en sécurité applicative chez Doctolib. Bonjour Renaud. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs No Limit Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, en préambule, Cédric, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc je suis le RSSI du groupe Doctolib depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai rejoint la structure parce qu'on voulait donner une nouvelle dimension à la sécurité et s'assurer que tous les enjeux qu'on a à couvrir au quotidien sont bien couverts. Renaud ? Alors moi je suis ingénieur en sécurité applicative, je suis le deuxième membre de l'équipe sécurité et je suis chez Doctolib depuis 3 ans. Alors Cédric, est-ce que tu voudrais bien nous en dire un peu plus sur Doctolib ? Ouais, Doctolib, je pense que maintenant tout le monde connaît après la période qu'on a vécue, la période de pandémie. C'est une plateforme de prise de rendez-vous et de mise en relation de patients avec des praticiens. Et nous, dans ce cadre-là, on a des enjeux de sécurité particuliers à couvrir. Alors justement, quels sont les défis que vous rencontrez ? Alors on en a beaucoup. Le principal pour nous, c'est vraiment la protection des données de santé que nous confient les patients et les praticiens. Donc ça, c'est un défi au quotidien. On a un autre défi qui est plutôt lié à notre hypercroissance et donc la très forte tendance au changement de notre système d'information. Et le dernier gros défi qu'on a relevé en tant qu'équipe sécurité, c'est le recrutement. Alors on va commencer par le début. Alors le premier, comment est-ce que vous l'adressez ? Alors, on l'adresse de plusieurs des manières. On a divisé l'équipe en 4 grandes activités. Une activité qui a trait à la sécurité de l'applicatif. Une activité qui a trait à la sécurité de la plateforme. Une autre activité qui est une activité qu'on va retrouver un peu dans d'autres structures, qui est la GRC. Donc là où on va retrouver tout ce qui est processus de certification, d'audit et de gestion des risques. Et GRC, c'est gouvernance, risque et compliance. Et la dernière activité, c'est une activité qu'on appelle corporate security. Conformité en français. Ouais, conformité en français, Hervé, merci. Je vais en faire plein des anglicismes, Hervé. Et la dernière activité, encore un bel anglicisme, c'est corporate security, donc c'est la sécurité de tous les environnements qu'on met à disposition des Doctolibers. Alors comment est-ce que vous gérez justement la sécurité de l'application ? Alors aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes qui s'occupent à 100% de cette partie-là. Et globalement, le chemin qu'on a choisi de prendre, c'est de se mettre le plus en amont dans la chaîne de production de la valeur, ce qu'on appelle en anglais le shift left, et de s'assurer qu'on fait vraiment de la sécurité par défaut et de la sécurité par design. Et globalement, ça veut dire qu'on est très très proche des équipes produits, quand ils sont en train de définir les fonctionnalités qui vont arriver dans le produit, et qu'on est très très proche des équipes de développement pour s'assurer que les prérequis de sécurité qu'on doit mettre en place sont bien compris et mis en place dans le logiciel. Oui, mais là, les 6 personnes, c'est une équipe à part ou c'est complètement intégré de la conception et de l'idée jusqu'au développement c'est du développement agile, ça marche tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a environ 40 feature teams. Donc, c'est des équipes de développeurs qui sont maximum de 4 personnes. Et on a découpé nos produits en plusieurs domaines fonctionnels. Donc, ça représente des grands verticaux produits. Et pour chaque vertical produit, on a un référent application security qui discute au quotidien avec le produit et le développement pour s'assurer que dans ce fameux vertical, on a bien tous nos prérequis qui sont pris en compte dès le début. Et est-ce que ça a toujours été comme ça ou ce sont des process que vous avez mis en place au fil du temps ? Alors là, je pense que Renaud, étant un peu plus ancien, sera plus à même que moi de répondre.
Alors non, ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Comme j'ai dit, quand j'ai rejoint Doctolib, on était 2 personnes. On était aussi moins quand j'ai rejoint Doctolib il y a 3 ans, il y avait 4 feature teams. Et aujourd'hui, donc il y en a 10 fois plus. Donc il a fallu qu'on s'organise en fonction. Cette organisation en fait par ligne, métier par produit, elle est récente en fait. On est comme ça depuis à peu près 2 mois avec des personnes qui connaissent plus ou moins l'application. Donc je suis encore beaucoup en support, mais vraiment l'objectif c'est qu'on ait des personnes dans l'équipe sécu spécialisées par ligne produit qui connaissent vraiment bien le domaine, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou technique. Et c'est développé en quoi? Alors aujourd'hui, Doctolib c'est un monolithe et c'est développé en Ruby on Rails, avec un front en JavaScript, un React.js, et la base de données, c'est du PostgreSQL. Ah ouais, faire de la sécurité avec ça, c'est du boulot. Alors, oui, c'est du boulot. Après, on peut avoir peur avec une infrastructure monolithique, mais ça nous facilite beaucoup de choses en termes de sécurité, c'est-à-dire nous, en tant qu'ingénieurs sécurité, on va pouvoir se spécialiser à bien connaître la stack technique, pouvoir développer des outils au sein des environnements de développement, au sein de notre CI/CD, qui vont aller détecter spécifiquement des vulnérabilités, donner des recommandations spécifiques aux développeurs pour cette stack-là. Alors que si on était dans un environnement technique on va dire un peu plus complexe et diversifié, on pourrait pas avoir cette disons spécialisation et cette pertinence en termes d'outillage de l'environnement de développement et des tests qu'on réalise sur notre application. Et alors l'infrastructure, Cédric, c'est sécurisé comment? Et ben pour l'infrastructure, on utilise un hébergeur cloud qui est AWS. Donc on utilise beaucoup de leurs services managés et des services de sécurité qui sont fournis par Amazon. On a là aussi une équipe qui est dédiée. Mais ça c'est depuis toujours ou c'est juste Non, alors en fait, depuis qu'ils ont été certifiés HDS? On a fait une migration il y a à peu près 2 ans maintenant, mais qui n'était pas vraiment liée à la certification HDS d'AWS. Ah oui, il l'était pas il y a 2 Voilà. ans. Je crois que c'est plus récent. Alors Vas-y, pardon. Pardon. Oui, non, ça a été fait. La migration a été faite une fois que AWS a eu l'agrément. Mais pour nous, l'objectif, il n'était pas au niveau de la certification, parce qu'effectivement, on l'a fait. On avait des enjeux d'ultra croissance de la base de données qui nous permettaient plus de rester chez notre prestataire historique, en fait. C'est ça l'enjeu. Et donc du coup, bah oui, quand on a vu qu'AWS était certifié HDS pour notre périmètre en France, on a fait cette migration-là. Et alors justement, tu parlais de problématiques de passage à l'échelle. Comment est-ce que vous avez adressé ça? Alors, le problématique de passage à l'échelle sécurité ou au global? Global. Les deux, à la limite, sécurité aussi. Hein. Alors, la problématique de passage à l'échelle, elle est assez complexe pour nous, et elle a été assez complexe, et finalement, le monolithe nous a plutôt bien aidé. On a eu, en gros, 3 grosses étapes pour la mise à l'échelle. Ça a été très, très impactant la première pandémie, au premier confinement, où là, on a dû faire énormément de travaux sur notre capacité à scaler la plateforme de manière automatique. Parce qu'il y a eu énormément de téléconsultations qui ont été réalisées, des rendez-vous qui ont commencé à être pris beaucoup plus fréquemment qu'à l'accoutumée. Ensuite est arrivé notre partenariat avec l'État dans le cadre de la campagne de vaccination. Ça a encore été une autre étape où on a encore dû franchir un autre niveau dans la mise à l'échelle, parce que finalement on s'en était plutôt bien sorti sur la première phase. Vraiment l'arrivée de la campagne de vaccination, on a dû déployer des centres de vaccination très très rapidement, on a dû s'assurer que tout fonctionnait pour eux, qu'on faisait les déploiements de manière sécurisée et qu'on avait aussi la capacité à gérer le trafic. Et le dernier gros
événement, c'est quand Emmanuel Macron est passé à la télévision le 12 juillet pour annoncer que le pass sanitaire allait devenir obligatoire si vous vouliez vous rendre dans des lieux publics, dans des bars, dans des restaurants, où là, on a carrément explosé les records de prise de rendez-vous. On était à plus de 20 000 rendez-vous minutes, je crois, si ma mémoire est bonne. À ce propos, est-ce que vous avez bénéficié d'une aide en termes de ressources de la part de l'État français, si vous pouvez en parler? Alors, on n'a pas bénéficié d'aide à proprement parler, puisqu'on a nos équipes en interne qui ont été en capacité de faire le travail pour lequel on avait été contracté. En revanche, on a été beaucoup en contact avec la direction de la santé, donc le ministère de la Santé, pour s'assurer qu'effectivement notre solution répondait à des enjeux de sécurité. Et on a travaillé aussi avec l'ANSSI sur d'autres sujets, plutôt sur des sujets d'analyse de certains pans de notre infrastructure. Donc ça, c'est les deux gros contacts qu'on a eus, effectivement. Alors, tu as dit qu'il y avait trois pans. Il y avait la sécurité applicative, la sécurité de l'infrastructure, et puis la conformité, la gestion de risque. Alors, le troisième point, c'est quoi? Sur la partie gouvernance, risque et conformité, oui. Aujourd'hui, on a deux personnes qui s'occupent à temps plein de cette activité-là, parce qu'en fait, on a une activité qui est régie 100% par les risques. C'est-à-dire que 100% des tâches de sécurité qui doivent être réalisées dans les roadmaps sont priorisées par les risques. Donc, on a aussi une certification ISO 27001 et une certification ASDS, en plus de celle que nous fournit notre hébergeur. Et ensuite, on a des processus d'audit de nos fournisseurs qui sont aussi gérés par cette équipe-là. Alors, et si on revient sur les problématiques de passage à l'échelle, bon, tu expliquais que vous avez connu différentes étapes qui ont fait que vous aviez subitement eu des trafics de plus en plus importants qui arrivaient sur votre plateforme. Mais comment est-ce que vous avez géré ça? Concrètement, vous avez rajouté des serveurs, comment est-ce que vous avez fait? Ça a été un peu plus compliqué que juste rajouter des serveurs. En fait, on s'est appuyé sur un mécanisme qui est assez connu chez AWS, qui est l'autoscaling, donc qui permet de faire grossir la plateforme et de la diminuer en fonction du trafic. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est pas magique et ça a demandé du temps d'ingénierie, puisqu'on a des équipes qu'on appelle SRI en interne qui s'occupent vraiment de la partie core de l'infrastructure. Et leur pendant, c'est l'équipe plateforme sécurité chez nous qui travaille avec eux pour s'assurer qu'effectivement ces mécanismes-là répondent toujours aux enjeux de sécurité. Donc l'autoscaling, ça a été une réponse, mais ça n'a pas été la seule réponse, parce qu'en fait, on a aussi touché des limitations qui sont liées au service managé de base de données qu'on utilise chez AWS, qui s'appelle Aurora, donc c'est un Postgre managé. Et on a eu à certains moments tellement de trafic qu'on n'arrivait plus à gérer les flux qui étaient en lecture ou écriture sur la base de données. Donc on a dû faire énormément de petits ajustements dans le code pour gérer de la performance. Il y a un cas qui est assez simple à comprendre. Vous avez probablement tous été sur Vitmados ou Covid Tracker, le site de Guillaume Rosier. En tout cas, pas mal de gens en ont parlé et il a reçu la Légion d'honneur, je crois, à ce titre, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, on a travaillé avec lui parce qu'en fait, il venait regarder les disponibilités sur les agendas, puisque c'est une API que vous pouvez requêter. Et en fait, ce trafic-là était très très bien identifié, mais pour vous donner un exemple, on a eu énormément de gens qui se sont amusés en parallèle de ce site avec lequel on était en contact à essayer de scraper aussi des rendez-vous pour trouver des slots de vaccination libres et scripter ça. Juste en s'amusant à réduire le nombre de scrappers, on a gagné un peu plus d'1% de charge sur la plateforme. Donc on était vraiment à jouer sur des 1%, 0,5% de temps CPU pour s'assurer qu'effectivement on avait toujours notre capacité à délivrer le service, sachant que pour nous la règle de base c'est on ne veut pas dépasser 2 fois en charge le trafic d'un lundi, parce que c'est historiquement c'est le trafic qu'on a, donc ça représente à peu près 50%, on ne veut jamais dépasser 50% de charge commit sur notre base de données. Alors, on va revenir sur les aspects sécurité, parce que tu parlais donc de process que vous aviez mis en place
avec l'équipe de développement, etc., pour améliorer la sécurité. Est-ce que vous avez aussi des outils, par exemple Firewall applicatif web ou ce genre de choses? Alors Non, mais plutôt des outils d'analyse de code, non? pour la partie code, je vais laisser Renaud répondre. Pour l'autre partie, je te donnerai des éléments. Alors, au niveau code, ouais, effectivement, on a différents outils qui sont directement intégrés dans notre CI/CD. On a un outil d'analyse statique de code qui va tourner à chaque fois qu'un développeur va aller pusher du code dans notre repository. Et à chaque fois si une vulnérabilité est identifiée par l'outil dans ce code qui a été push, ça va casser un test au sein de la CI/CD, et là le développeur va avoir deux solutions différentes. Il va avoir tout l'output de l'outil d'analyse statique de code qui va pouvoir l'aider à corriger la vulnérabilité qu'il aura introduite. Et donc ça, c'est le cas où la vulnérabilité est avérée. Dans le cas contraire où c'est un faux positif, ça arrive aussi. Dans ce cas-là, nous, on maintient une liste une baseline en fait de faux positifs. On est mis en revue sur le code, et s'il s'agit d'un faux positif, on ajoute la vulnérabilité dans la liste de faux positifs. Le test passe au vert et le développeur peut continuer à développer. Donc ça, on a vraiment intégré ça, on a nettoyé tous les faux positifs, on a vraiment intégré ça dans la chaîne de développement, et c'est vraiment utilisé et compris par les développeurs. Donc ça, c'est en mode bloquant. Après, comme on a une maîtrise au sein de l'équipe sécu de notre code, on a aussi pas mal de... Alors, attends, oui. Je te demande pardon. Tu dis que c'est en mode bloquant. Est-ce que tu peux expliciter? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour pouvoir, chez Doctolib, pour qu'un développeur puisse passer du code en production, il va y avoir, c'est un monolithe, donc il faut qu'il y ait un certain nombre, plusieurs milliers de tests qui vont tourner sur le code qui va pusher. Et parmi ces tests, il y a un test, c'est il faut que l'outil qu'on utilise, la solution de SAST, Breakman, remonte aucune nouvelle vulnérabilité. Et donc, s'il remonte une vulnérabilité, il va y avoir un test qui va échouer, et donc le code ne va pas pouvoir être poussé en production. D'accord, donc je t'ai coupé, pardon. Ouais. Et un autre outil, donc là, qui est plus de l'awareness, que j'appelle de l'awareness on demand, c'est-à-dire on va définir certains fichiers, certaines expressions régulières, par exemple quand le développeur va aller modifier un certain fichier sensible, ou va utiliser certaines fonctionnalités du code ou certaines fonctions dangereuses, dans ce cas-là, dans la conversation sur sa pull request, dans son code, on va lui afficher des bonnes pratiques. On dit attention, tu manipules, là tu es en train par exemple de faire du raw SQL, du SQL en dur. Et fais attention. Donc là, on le renvoie sur une page wiki. Est-ce que tu sais ce qu'est une injection SQL? On lui envoie vers un exercice. On lui dit voilà des exemples de code vulnérable en Ruby, et voilà comment on se prévient des injections SQL, par exemple en utilisant Ruby on Rails. Et on a ça pour un certain nombre de choses. Donc là, le SQL c'est générique, mais pour vraiment des cas particuliers ou l'utilisation de fonctions particulières au sein de notre code. Cédric, tu voulais parler des outils type WAF. Oui, aujourd'hui, on utilise un partenaire qui est Cloudflare sur cette partie-là. Donc 100% du trafic à destination de notre plateforme va passer par Cloudflare, et chez Cloudflare, on utilise plusieurs modules, dont le WAF. On utilise aussi ce qu'on appelle le bot score, donc c'est quelque chose qui nous permet de scorer les adresses IP qui accèdent à notre site en fonction de certains critères qui sont propres à Cloudflare, donc ils maintiennent une base de réputation globalement. Et ça va nourrir des outils que nous, on a développés en interne, ou qu'on a améliorés. En tout cas, on en utilise un qui s'appelle SecBot, qui fait appel à ce que Cloudflare fournit les workers, c'est-à-dire qu'on a un mécanisme quasi temps réel qui permet, sur la base des éléments que nous remonte Cloudflare, de refaire de l'analyse un peu plus fine sur les logs qui sont générés chez nous, et de renvoyer une réponse à Cloudflare pour dire oui on bloque ou non on bloque pas. Donc on a un mécanisme de scoring qui est
bidirectionnel. On a un scoring qui est vraiment très basique sur l'adresse IP qui est fournie par Cloudflare. Et nous, on a une analyse plutôt typée utilisateur de notre côté. Et ça nous permet d'amender le score à la hausse ou à la baisse et de laisser passer le trafic ou pas. Est-ce que vous souhaitez bloquer, en fait, ce sont quoi? Ce sont des bots, ce sont plutôt des choses de scan vulnérabilité applicative, Alors des dénis de service, c'est quoi? On a pas mal de choses. Le déni de service est assez bien géré par Cloudflare, donc il y a un service qui est vraiment très bien. Dès qu'on voit des grosses résurgences de trafic, c'est assez simple de déclencher un blocage, donc ça se fait quasi de manière automatique. Non, mais vous avez eu des cas et vous savez qu'est-ce qui a tenté de faire un déni de service sur Alors, on n'a Doctolib? pas eu de cas de déni de service, mais finalement, le passage d'Emmanuel Macron à la télévision, ça aurait pu en être un. Parce que honnêtement, le trafic que ça a généré était assez conséquent. Et ça, on utilise aussi une fonctionnalité qui s'appelle la waiting room, en fait, qui permet de temporiser le trafic avant de le faire passer chez nous, quand le back-end est en capacité de le traiter. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on a mis en amont de notre infrastructure AWS. Mais globalement, pour nous, l'objectif avec Cloudflare, il est multiple. C'est vraiment de s'assurer qu'on essaye d'avoir le trafic le plus propre possible en entrée avec ce mécanisme de scoring des adresses. On a effectivement des règles plutôt typées WAF qui vont regarder certains endpoints un peu particuliers chez nous. Et puis, on a un dernier intérêt à utiliser ça, c'est qu'en fait, dans la partie plateforme, on a tout infra à se coder. C'est-à-dire que la stack est tellement simple chez nous qu'on a un DSL qui est commun. Un DSL? C'est un Domain Specific Language, le DSL. Et en gros, c'est quasiment, alors c'est vraiment très vulgarisé ce que je veux dire, c'est un SDK qui nous est propre pour utiliser des fonctionnalités dans notre code. Et qui va être donc un Software Development Kit pour les acronymes. Et globalement, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir une manière unique et totalement gérée par le code de gérer la sécurité, que ça soit sur la partie applicative ou sur la partie plateforme. C'est-à-dire que les règles qu'on va mettre dans notre WAF, c'est du code qui est produit par l'équipe sécurité. Les règles dont parlait Renaud tout à l'heure sur la partie applicative, elles font aussi partie d'un certain nombre de tests qui sont codés comme ça. Et c'est assez simple parce que du coup, on peut répliquer sur 100% des activités de la sécurité de l'application et de la plateforme des mécanismes de contrôle qui sont intrinsèques au code qui est produit. Et donc, pour chaque nouvelle fonctionnalité, tout retester automatiquement, s'assurer que tout est OK. Ouais. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a environ 33 000 tests qui sont joués à chaque mise en production. Sachant qu'on fait 3 mises en production par jour. Voilà. C'est à peu près la volumétrie de tests automatiques qui sont joués pour une mise en production. Et après, au niveau de la sécurité des données, ouais. Par exemple, le fait que les personnes à privilège n'aient pas accès aux données, sur les gens qui gèrent la base Postgres, enfin, comment vous vous organisez, comment vous y prenez? Il y a un mécanisme qui est assez simple à comprendre, c'est qu'on a énormément investi sur le chiffrement et à plusieurs niveaux pour se protéger de différents risques. Le premier chiffrement qu'on utilise, c'est le chiffrement au repos pour s'assurer que 100% des données qui sont chez AWS vont être chiffrées. Encore une fois au repos. On a un mécanisme qui est ce qu'on appelle du server-side. Donc pour certaines typologies de données, on va chiffrer les éléments avant de les insérer dans la base. Ensuite, le chiffrement le plus classique, c'est le chiffrement en transit, donc la partie HTTPS. Et là où nous, on a voulu être assez vertueux, c'est sur la protection des données de santé. Et pour ça, on a déployé du chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise une société française qui nous fournit cette solution, qui est une société qui s'appelle Tanker. Et les documents qui sont échangés entre un patient et son praticien sont chiffrés de bout en bout. C'est-à-dire que aucun Doctolibeur, y compris quelqu'un qui a des accès privilégiés à la base de données, ne peut voir ces documents. Ils sont complètement chiffrés. Pour répondre à ta question de manière un peu plus précise sur les accès privilégiés à la base de données, aujourd'hui on a mis en place un mécanisme qui est un mécanisme qu'on appelle en anglais le 4 eyes, donc c'est un contrôle à 2 têtes en français, c'est-à-dire que pour une requête privilégiée qui doit être jouée sur la base de données, on va demander à quelqu'un d'autre de vérifier que la requête ne va pas
soit dégrader la posture de sécurité, soit être utilisé pour dumper de la donnée. Voilà. Donc sur certaines opérations sensibles qui doivent être menées sur la base de données, on a vraiment ce contrôle à deux têtes qui est déclenché de manière automatique en fonction des commandes qui sont tapées. Ok, donc on va aborder le troisième point dont tu parlais tout à l'heure, le troisième défi qui est la problématique de recrutement. Mm-hmm. Mais au préalable, j'avais une question, mais je ne l'ai plus. Jamila, tu voulais réagir? Oui, pardon. Avant de passer à cette troisième partie, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir contre quoi vous vous protégez. Donc, c'est-à-dire quel type de menace en termes de cybersécurité? Est-ce qu'on est plutôt dans le vol de données pour des motifs cyberespionnage, pour des motifs cybercriminels? Et du coup, quels profils sont selon vous les plus dangereux pour Doctolib et les données que vous possédez? Ça, c'est une très bonne question. Globalement, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui ont commencé à cibler le secteur de la santé. À mon avis, c'est pour deux raisons. Un, c'est que la majorité, malheureusement pour nous, des écosystèmes de santé sont assez faibles, ont une posture assez limitée en termes de sécurité, et donc du coup, les attaques sont assez triviales et faciles à mener. Donc il y a un vrai retour sur investissement, parce que globalement, il y a une vraie monétisation des attaques aujourd'hui, ça c'est certain. Plus récemment, en tout cas des échanges que j'ai eus, il y a aussi maintenant un enjeu plutôt géopolitique, sur lequel nous, on n'est pas vraiment exposé. On y fait quand même attention, mais on pense pas que c'est notre cible principale. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler les attaques de type non ciblées massives. Donc c'est des attaques par ransomware ou des rejeux d'attaques assez connus liés à des vulnérabilités qu'on peut retrouver dans certains systèmes. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui la cible d'attaquants dont on essaye de se prémunir. Il y a peut-être demain des enjeux plutôt étatiques. On sait qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train de constituer une base de données assez conséquente sur les données de santé des Occidentaux. Est-ce que c'est une réalité pour nous? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une vraie réalité. Et est-ce que vous rencontrez des tentatives d'usurpation de comptes ou de création de comptes frauduleuses, ce genre de choses? Je pense comme tout système informatique, on rencontre des attaques, effectivement. On a de la chance, on est plutôt bien préparé à gérer les crises. Donc en fait, à chaque fois qu'on a un comportement anormal de sécurité, chez nous, ça déclenche une procédure qu'on appelle DoctoCrisis, qui va permettre de mobiliser une équipe qui va faire l'analyse dès que les alertes sont levées par les outils de détection automatique ou par notre SOC. Et du coup, on va analyser ce qui se passe. Donc oui, c'est arrivé parfois qu'on ait des attaques de type brute force sur certains comptes, qu'on ait de la création massive de comptes ou ce genre de choses. Mais encore une fois, ce mécanisme nous permet de les détecter assez tôt et de les bloquer assez vite. Et par exemple, sur les comptes des professionnels de santé, il n'y a pas des... Enfin, moi, je vois les cabinets libéraux où il y a N docteurs officiellement, et puis il y en a N fois 2 ou fois 3 dans la réalité. Je me dis, bon, chaque docteur n'a pas forcément son abonnement Doctolib. Vous n'avez pas des difficultés comme ça avec les professionnels de santé et leurs comptes? Alors en fait, avant de répondre à cette question-là, j'ai plutôt t'expliquer comment on authentifie, que ce soit les patients ou les professionnels. Ce qu'on a fait depuis le début de l'année, c'est de déployer massivement l'authentification à double facteur, que ce soit pour les praticiens ou pour les patients. Donc depuis début 2021. Globalement, on a commencé les travaux à peu près à cet horizon-là, et on a commencé l'activation massive de ces fonctionnalités-là à partir du mois de mars, si ma mémoire est bonne. Donc, la fonctionnalité existait déjà, mais elle n'était pas forcée. Et ce qu'on a essayé récemment, c'est vraiment
d'encourager très fortement nos utilisateurs à utiliser le 2FA. Voilà. Et donc du coup, pour répondre à ta question sur la fraude, c'est assez simple parce que ce mécanisme d'authentification à double facteur, il prend une empreinte de l'ordinateur pour être en capacité de déclencher ou pas le second facteur. Donc c'est ce qu'on peut retrouver dans d'autres produits, hein, Google ou d'autres produits équivalents assez connus. Et donc, Et vous utilisez un produit pour non, c'est faire ça, ou c'est un développement notre code interne qui génère ce qu'on appelle un cookie SSID, D'accord. voilà, qui est assez simple, hein, et qui est unique et qu'on stocke. Oui. Donc en fait, il faut que le professionnel de santé utilise le poste et le téléphone de l'habituel pour Tout à que fait. vous ne voyez Alors rien. s'il le fait pas, ça va déclencher automatiquement le second facteur d'authentification. Et là, du coup, si c'est un autre praticien qui essaye d'accéder à un compte qui est pas le sien, il va falloir qu'il ait accès aussi au terminal qui permet d'accéder au code qu'il doit utiliser pour se connecter. Et il n'y a pas des alertes de sécurité au travers de ces accès des professionnels de santé? Tu penses à quoi? Ah, je sais pas, je pose la question. C'est pour savoir. Pour voir si finalement il n'y a pas plus de vulnérabilité du côté des professionnels de santé que du côté des utilisateurs de l'application pour prendre des rendez-vous, Je quoi. pense que tu ouvres un peu la boîte de Pandore. Malheureusement, nous, on essaye de fournir un logiciel qui est le plus sécurisé possible avec des moyens d'authentification et d'accès à ce logiciel les plus robustes possibles. Le reste, c'est de l'éducation qu'on essaye de faire auprès des professionnels de santé en leur expliquant que voilà, un ordinateur à jour, ça va les prémunir contre une grosse partie des attaques auxquelles ils pourraient être confrontés. Pas écrire les mots de passe sur des post-it, ça semble encore délirant en 2021, mais ça existe encore. Donc c'est plutôt dans cette optique-là qu'on accompagne les praticiens. Nous, on essaye de leur fournir, alors pas un coffre-fort, mais globalement un espace dans lequel ils vont pouvoir échanger des données de manière le plus sécurisée possible avec les praticiens avec lesquels ils travaillent ou avec leurs patients, parce que c'est quand même ça leur travail au quotidien. C'est pas des experts en informatique. Et après, quand nos équipes de déploiement vont expliquer comment fonctionne le logiciel et l'installer dans un cabinet médical ou dans un hôpital, on rappelle quand même certaines bonnes pratiques de sécurité. Donc, on va aborder le troisième challenge dont tu parlais tout à l'heure, qui est la problématique de recrutement. Alors, comment est-ce que vous adressez ça? Ben ça, c'est la question la plus compliquée pour nous. Pour donner quelques chiffres, moi, quand j'ai rejoint Doctolib, donc en octobre dernier, en octobre 2020, je crois que je suis arrivé, j'étais le 6e de l'équipe. Aujourd'hui, on a une équipe sécurité qui est de 18 personnes à temps plein, qui ne font que ça. Oui, bah, c'est déjà pas mal. Et c'est pas encore assez, Hervé, pour tous les challenges qu'on a gérés, pour te montrer à quel point on prend ça au sérieux. Mais pourquoi vous auriez... Bah, vous avez les moyens. Mais pourquoi vous avez des problèmes de recrutement? Pourtant, Doctolib, ça devrait attirer du monde. On n'a pas de problème d'attractivité. En revanche, personne n'est censé ignorer que le marché de la cybersécurité en France, il est quand même plus que tendu. Il y a énormément de gens qui sont en poste dans des entreprises dans lesquelles ils se sentent bien et qui n'ont pas vraiment envie de changer. Enfin, c'est quand même un gros challenge Doctolib. Donc ça, c'est une raison. On essaye d'avoir des profils qui sont aussi en capacité de s'adapter à la culture de l'entreprise, parce qu'on est une structure assez jeune, qui va très vite, et c'est assez compliqué aussi d'avoir ce qu'on appelle ce fit culturel avec certains candidats. C'est une autre problématique. Il y a la problématique de la langue, parce qu'on est une société maintenant qui est devenue internationale. On est présent en France, en Allemagne, en italien. La langue de travail pour nous, c'est l'anglais. Donc malheureusement, on a encore en France certains profils qui vont pas répondre à ces critères-là. Et puis le dernier, c'est la technicité des profils qu'on recherche, parce qu'on essaye vraiment d'être le plus proche possible de l'état de l'art de la sécurité sur pas mal de domaines, et c'est assez compliqué. Et malheureusement, moi je trouve ça assez triste aujourd'hui qu'en France, qu'on n'ait pas beaucoup investi sur des filières qui forment des ingénieurs sécurité, 100% sécurité, qui sont pas des filières plutôt typées ingénierie logicielle. Et ça, aujourd'hui, c'est un gros problème.
Et le dernier problème, Mais puisque des enseignements supérieurs en sécurité, maintenant, il y en a vraiment pléthore. Donc en fait, ils répondent pas à tes C'est besoins. pas qu'ils répondent pas à nos besoins, Hervé, c'est qu'en fait, il y en a pléthore, pas tant que ça. T'as quand même un cursus qui est assez long pour arriver à un certain niveau en cybersécurité aujourd'hui. Mais nous, on a des enjeux très pragmatiques sur lesquels on veut vraiment Non, mais s'améliorer. là, moi, si je liste tous les cursus cyber, il y en a 50 en Ouais, mais France. ça sort combien de professionnels? Oui, alors, tu veux dire, il y en a certains qui en sortent que 30 ou 40. Oui, mais il commence à y avoir des écoles privées qui sortent des sacrées promotions. Non, non, ça fait vraiment des centaines et des centaines de Je suis jeunes d'accord, mais je suis pas le spécialisés tous les ans sur le je suis pas marché. le seul RSSI à la recherche de profils en cybersécurité, hein. Malheureusement, c'est ça la réalité du marché, hein, c'est qu'on n'est pas les seuls, hein. Alors, ok, on a une belle marque en France, mais en Allemagne, c'est très difficile de leur côté. En Italie, c'est pareil, on n'est pas connu, hein. On est beaucoup connu en France, mais en Italie, on a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça notre activité là-bas. En Allemagne, ça fait 3 ans maintenant. Mais voilà, on est très connu en France, mais on a des problématiques locales de sécurité à gérer aussi, hein. Donc c'est pas facile. Alors, est-ce que vous avez un secret pour réussir à attirer les recrues? Je, Bah, c'est simple, déjà. Vous deux, alors non, peut-être pas Renaud parce qu'il est depuis le début. Mais toi, Cédric, alors pourquoi t'es allé chez Doctolib? ça c'est une bonne question. Bah, c'était super bien payé. Non, alors pour le coup, c'est pas. J'aurais pu gagner plus dans certaines boîtes du CAC 40, c'est pour pas les nommer. Non, c'est le challenge qui est super intéressant. On est tous en interne utilisateurs de ce produit-là. On croit vraiment que c'est un produit qui va révolutionner l'accès aux soins et on le fait avec ça en tête au quotidien. Et nous, en particulier, l'équipe sécurité, ce qu'on veut, c'est offrir alors aujourd'hui aux citoyens français, allemands et demain aux citoyens italiens la meilleure plateforme et la plateforme la plus sécurisée possible. Mais du coup, si vous deviez vous adresser, aux futurs employés de l'équipe Sécu de Doctolib, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Alors on cherche en tout premier lieu, c'est l'adhérence à la culture de la structure. C'est vraiment super important. Au-delà d'une super technicité sur le CV, ça peut être rédhibitoire de ne pas être en capacité de s'intégrer dans cette entreprise. Donc vraiment, c'est un point très très important pour nous. Donc notre process de recrutement, il a vocation aussi à regarder comment vont s'insérer les nouvelles personnes dans la structure. Parce qu'encore une fois, c'est une structure qui va vite avec des enjeux assez importants. Et on veut que les gens se sentent bien, qu'ils aient le meilleur environnement de travail pour contribuer à la réalisation des objectifs de la boîte. Après, on est agnostique sur les technos, mais on a quand même une empreinte on est une entreprise qui est digital native, donc on a plutôt un SI quasiment 100% cloud. Donc c'est aussi des compétences qu'on va aller chercher, plutôt que des compétences historiques sur de l'infra classique, data center. Donc il y a quelques enjeux autour de ça. Et après, le dernier levier, c'est la capacité à apprendre et à apprendre vite, parce que on a encore une fois, dans notre culture, l'obligation d'apprendre 3 trucs par jour pour continuer à s'améliorer tout le temps. Oui, et on est en hypercroissance, donc il faut se réinventer régulièrement. Donc les processus qu'on met en place aujourd'hui, il va falloir les réviser dans 6 mois parce que l'équipe aura grandi, que ce soit l'équipe sécurité ou l'équipe de développement. Jamila, tu avais une autre question? 2 petites questions parce que c'est un peu de l'ordre de l'idiosyncrasie de la cybersécurité, surtout maintenant. Télétravail, oui ou non, et autodidacte, oui ou non? Alors, télétravail, ça va être super simple de répondre à la question. On a fait des statistiques pendant le confinement et on perdait, tout profil confondu, 20% des candidats juste parce que notre modèle de télétravail n'était pas, pour certains, acceptable. Donc aujourd'hui, on propose à la carte, au choix du salarié, soit un mode qui est 100% au bureau. On a un mode qu'on appelle hybride, où là, ce qu'on va demander aux salariés, c'est d'être présent un nombre de jours indéfini par semaine, mais on sait que sa présence, elle est hebdomadaire. Donc il peut venir 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine.
Et ensuite, on a un mode qui est 100% remote, où là, la seule figure imposée, c'est ce qu'on appelle les team meetings, où on se réunit une fois par mois pendant 2 jours sur site pour être sûr de maintenir une cohésion dans l'équipe. Ça, c'est au choix du salarié. Et pour les autodidactes aussi, je vais répondre. Oui, hein, dans ma carrière, je travaille avec différents autodidactes. On ferme pas du tout la porte à ce genre de profil non plus. Et il faut aller sur le site ou envoyer un mail quelque part pour postuler? Eh ben, on a une belle page sur notre site. Et effectivement, il y a toutes les offres d'emploi qui sont répertoriées dessus. Bon, eh bien, Donc, voilà, le message est passé aux auditeurs. Le message est passé. Est-ce que, Cédric, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Qu'est-ce que les auditeurs devraient retenir ou est-ce que tu as un autre message à faire passer peut-être? Je pense que pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment on essaye de faire les choses bien parce que c'est super important pour nous. On cherche des profils qui vont nous aider à faire ça. On regarde énormément les technologies émergentes sur le chiffrement. Donc ça, c'est nos gros travaux du moment. Et on veut aussi capitaliser beaucoup sur la data science pour la sécurité. L'objectif pour moi, c'est de créer un système immunitaire automatique de notre système d'information au travers de cette technologie-là. Donc voilà, c'est nos gros challenges. Il faut encore à peu près qu'on double la taille de l'équipe Sécu d'ici à la fin de l'année prochaine. Donc voilà, si ça vous branche, rejoignez-nous. Cédric Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.